Bonjour à tous. Alors, je sais que s'il y a bien une thématique qui vous passionne, c'est celle des marchands de biens. Je dois reconnaître que les épisodes en général où je parle de cette activité de marchand de biens sont des épisodes qui marchent plutôt bien et qui amènent derrière pas mal de questionnements. Alors là-dessus, on est verni parce que jusqu'à maintenant, j'ai invité Eric Weiss, Florent Albero, Arnaud Cheminant, qui sont, je pense, alors n'en déplaise aux autres, je veux pas faire de hiérarchie, mais qui sont un petit peu le trio de ce qui se fait de mieux en termes de marchands de biens, tout simplement parce que c'est des gens sérieux, rigoureux et qui communiquent. Voilà, je l'ai souvent dit, ce qui change avec l'ancienne génération de marchands de biens, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des marchands de biens sont des gens qui communiquent, qui partagent leur métier, leurs envies, parfois leurs déceptions aussi, et ils le font en toute transparence. Alors on va compléter ce trio qui va devenir en fait un quatuor, puisque aujourd'hui, mon invité, c'est Séverine Henriquez. Alors, Séverine, elle a un parcours, vous allez le voir, qui est un parcours extrêmement riche. Là encore, sérieux, rigoureux et qui est fondé sur des bases extrêmement solides. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme. Et à ce titre-là, je trouvais extrêmement intéressant de discuter avec elle, d'échanger, parce que il faut le reconnaître, c'est que la profession de marchand de biens, qui était quand même largement sous domination masculine pendant très très longtemps, elle s'ouvre de plus en plus aux femmes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans cette profession immobilière que nous apprécions tous particulièrement. Allez, je ne vais pas faire plus de grands discours. La parole est donnée à Séverine Henriquez. Passion Immo, c'est parti. Séverine, bonjour. Bonjour Eric. Alors, je suis très heureux de t'accueillir sur Passion Immo. Donc, on va être à la fois en podcast, voix, et puis aussi, c'est une vidéo qui est enregistrée. On va se retrouver également sur YouTube. Alors, on a plein de choses, a priori, à se dire parce que tu as quand même une expérience qui est assez riche en immobilier. Aujourd'hui, tu es marchand de biens. Tu collabores aussi avec une plateforme dont j'aimerais qu'on parle, WIM. Tu es une femme. Et donc, aussi à ce titre-là, tu as peut-être un message à faire passer, peut-être une expérience assez intéressante. Alors, je ne doute pas une seconde, parce que alors ça, là-dessus, j'ai aucun problème avec ça, je ne doute pas une seconde qu'une femme puisse être marchand de biens, mais peut-être que la perception n'est pas toujours celle que l'on aimerait auprès d'autres interlocuteurs, et ça on va en parler parce que ça peut être intéressant. Alors Séverine, je vais te demander en toute simplicité de te présenter dans un premier temps, de nous dire un peu qui tu es. Ok, tout d'abord Eric, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je t'en prie. Je précise que donc tu es le premier à m'interviewer en podcast, donc c'est un honneur et je te remercie énormément pour l'intérêt que tu as porté à mon profil. Donc pour la petite présentation qui va être très simple et très rapide, je crois qu'aujourd'hui il y a quand même assez de personnes qui sont au courant de mon parcours. Donc je suis Séverine, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai 25 ans d'immobilier, avec un parcours scolaire un petit peu atypique puisque j'ai sauté 2 classes. Donc j'ai terminé mes études très tôt et je me suis rapidement donc effectivement lancée dans le monde de la vie active et notamment celui de l'immobilier. J'ai commencé par un parcours assez classique qui est celui de la transaction et j'ai très très rapidement rencontré de belles personnes, des personnes qui m'ont fait découvrir un petit peu le monde du professionnel de l'immobilier et qui m'ont embarqué avec eux dans tout ce qui va être justement opération immobilière, montage, lotissement, puisque c'était des lotisseurs à l'époque. Mmh. Et j'ai ensuite fait mon petit bout de chemin pour aboutir effectivement là où j'en suis aujourd'hui, marchand de biens. Voilà. Bien. 25 ans, c'est long, donc je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Oui, tout à fait. Ouais. Et effectivement,
j'accorde une attention particulière depuis quelque temps déjà sur l'accent des femmes dans ce milieu. Alors, on va en parler après. Ouais. On va en parler après. Pour être très clair sur le parcours, l'activité de marchand de biens, tu la pratiques depuis combien de temps? Tu vois, comme ça, on aura une identification. À quel moment tu as basculé dans cette activité de marchand de biens? Alors, ça fait quasiment 20 ans. Ah Quasiment oui, 20 alors ans oui. que je fais du marchand, effectivement. Mais je D'accord. n'ai pas fait que du marchand. J'ai fait Ouais, aussi de la promotion. ouais. Voilà, donc 20 ans. Très bien. Alors, moi, il y a une première question, quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu aller sur cette activité de marchand de biens? Parce qu'après tout, on peut se dire que 80%, voire peut-être davantage de ceux qui font de l'immobilier au sens général, ne basculent jamais à un moment donné dans leur vie professionnelle sur l'activité de marchand de biens. Donc, comment est venu ce déclic? Alors, comment est venu ce déclic? Je dirais que déjà, j'ai pour habitude d'être très dans l'observation. Donc, étant dans ce milieu-là depuis déjà 5 ans, quand j'ai pris cette décision, j'ai fait des rencontres qui m'ont donné en fait la vision de me dire que j'avais la possibilité finalement de moi-même faire ce métier. Pourquoi? À ce moment-là, j'avais déjà des clients marchands. J'avais Florent Albero comme client. Florent Albero était mon meilleur client. Je crois que tu le connais. On va en parler. Et donc effectivement, quand j'ai vu ce que faisaient ces personnes, moi finalement j'appelais ces gens quand j'avais quelque chose à leur proposer, quelque chose qui était déjà construit. L'opération était déjà faite, elle était identifiée. Et je me suis dit pourquoi pas finalement le faire moi-même. Alors attention parce que le moi-même, ça peut être quelquefois dangereux. Mais voilà comment ça s'est fait. De fil en aiguille, j'en suis arrivée à me dire que finalement, moi aussi, j'étais capable de le faire. Alors, tu sembles mettre une interrogation sur le moi-même. Pourquoi? Parce que tu pensais à l'époque que l'activité pouvait être risquée et qu'il y avait des hésitations de ta part à aller plus franchement dans l'activité de marchand de biens? Ouais, clairement, oui, j'avais une hésitation sur le fait que c'est un métier très pointu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent encore que être marchand, c'est simple. Effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y a surtout une très grande prise de risque. Bon, On alors, s'engage quand même sur des montants d'acquisition qui sont pas moindres. tout à fait. Alors, je vais t'arrêter, en fait, Séverine, parce que je voudrais juste que tu rappelles, finalement, c'est quoi l'activité de marchand de biens. Parce que je me rends compte que parfois, elle est mal comprise auprès du grand public. Et puis, ceux qui nous écoutent, il y a vraiment de tout auditeur, hein. Il y a des passionnés d'immobilier, puis il y en a qui aimeraient aussi embrasser ce type d'activité. C'est quoi, finalement, un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est une personne qui est en capacité d'identifier un bien de façon à le valoriser et à en retirer une marge financière. Alors, valoriser un bien, ça peut être de différentes façons. Il y a différents types d'opérations de marchand. Ça peut être avec ou sans travaux. Ça peut être de la division parcellaire. Ça peut être de la division de bâti. Donc aujourd'hui, il y a différentes typologies d'opérations à réaliser, mais ça reste avant tout effectivement cette faculté, cette facilité à savoir rapidement identifier ce qu'on va faire. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas nécessairement des travaux. Ah non, Ah, on est d'accord. moi c'est zéro travaux. Bon, Après, alors j'ai été à justement. bonne école, hein, c'est zéro travaux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, en plus, oui, je pense que tu as été à bonne école à ce niveau-là. Euh, alors que c'est vrai, dans l'idée quand même très généralisée dans le grand public, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète, qui fait des travaux et qui revend. Hein, c'est un petit peu ce qu'on entend. Et toi, tu dis presque le contraire. Bah non, non, moi je fais pas de travaux. Moi je fais pas de travaux. Et c'est Ouais. vraiment volontaire et c'est vraiment quelque chose que j'ai pris comme décision puisque j'ai tenté, Ah oui, tu l'as fait quand même. marchand, j'ai tenté Mhm. d'acheter, de faire des travaux. Sauf que tenter faire des travaux, ça veut dire déjà porter l'opération pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas finalisé tes travaux, tu ne peux pas revendre en fait. C'est ça. Et tant que tu n'as pas revendu, bah, tu n'as pas encaissé ta marge.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Et voilà, pour une raison de rapidité, de rotation, de volume d'opération, j'ai vite compris que c'était plus intéressant de ne pas faire de travaux. D'accord. Donc c'est presque un message que tu pourrais faire passer. Ceux qui veulent devenir marchands de biens, ben, foncez peut-être pas nécessairement sur des opérations où vous allez réaliser des travaux avant de revendre. Ben, moi en tout cas, c'est ce que je préconise. Après, Hmm. il y a des gens dont c'est le métier, dont la rénovation, ils ont des entreprises de rénovation et autres. Tout à fait. Ouais. Ça peut aussi être intéressant sous ce format-là, mais encore une fois, il faut porter. Donc en fait, finalement, on sait pas, on a déjà acheté et on ne sait toujours pas à qui on va vendre, si réellement on va vendre, et si on est surtout dans la vérité en termes de prix de revente. Alors justement, tu parlais de prise de risque. Elle est où la prise de risque? Elle est où? Ben, elle est avant tout, elle est juridique. On s'engage quand même sur des contrats, hein. On a tendance à dire que les écrits restent et les paroles s'envolent. Là, c'est du concret, hein. Quand on s'engage chez le notaire, on s'engage. On s'engage sur des montants, on parle de milliers d'euros. Donc la prise de risque, elle est là, évidemment, et elle est également dans la réalisation de l'opération. Il ne faut pas se tromper. On se trompe tous, hein. On se plante tous un jour. Oui, mais alors justement, je te poserai peut-être la question après, s'il y a des choses sur lesquelles bah, tu t'es planté après tout, parce que Oui, moi, comme ça. bah, bien sûr, bah oui, tout à fait, puis je crois qu'il y a aucun souci avec ça. Alors donc ça veut dire que là je joue un peu à celui qui connaît pas trop, hein, mais parce que voilà, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui se posent plein de questions. Ça veut dire quoi? On débourse la totalité du cash pour acheter le bien avant de le revendre? Comment ça se passe? Entre autres, Entre autres. entre autres, c'est ça l'erreur. C'est un peu ça l'erreur, et puis surtout c'est mal acheté. Avoir identifié peut-être des prix trop en termes de sortie, c'est souvent l'erreur, hein, que font les marchands, hein. On a tendance un petit peu à... C'est-à-dire à surestimer la valeur qu'ils pourront en retirer à la revente, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Ouais. exactement. J'ai une pensée particulière pour une opération que j'ai réalisée à Marseille. Tu peux nous en parler un peu plus en détail, sans citer évidemment ni personne ni le lieu plus J'ai précisément, mais compris. ouais. Sur une opération à Marseille, donc un immeuble que j'ai acheté en état de mise en péril. Ah ouais. La personne qui me l'a revendu était une personne qui avait une entreprise de bâtiment. Et est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un immeuble mis en péril, s'il te plaît? Alors, un immeuble avec un état de mise en péril, c'est un Ouais, immeuble qui a été en fait identifié par la mairie, c'est ça. voilà, et qui ne permet pas aujourd'hui d'être occupé au vu de l'état actuel de l'immeuble. Tout à Donc, fait. Donc il y a un arrêté municipal, effectivement, qui est exactement, venu, voilà, prononcer tout à ça. fait. Et on sait, puisque tu citais Marseille, que sur Marseille, il y a un certain nombre d'immeubles qui sont frappés de cet état de mise en péril, effectivement, sur la ville. C'est pas un problème, bon, ils le sont pas tous, hein, c'est évidemment pas un Non, problème majoritaire, mais on a identifié quand même un certain nombre d'immeubles qui correspondent à cette catégorie. Je te laisse continuer ton histoire, ouais. excuse-moi. Donc cette personne qui m'a vendu l'immeuble avait une entreprise de bâtiment. Elle devait donc faire les travaux, c'est les conditions qui étaient indiquées dans le cadre de mon acquisition pour que je puisse acheter. Et moi, j'avais donc envisagé une mise en copropriété et une vente à la découpe. D'accord. Sauf que je suis devenue propriétaire avant de trouver tous les acheteurs des appartements. Mhm. Et il s'avère que lorsque les premiers propriétaires à qui j'ai vendu ont loué leurs appartements parce que la cible initiale, ça restait exclusivement de l'investissement locatif, lorsque les locataires ont pris possession des lieux, il y a eu des petits soucis parce que les travaux étaient très mal faits. Mhm. Et là, c'est la cata. Alors, la cata, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'est la cata parce que infiltration d'eau partout. Dès qu'il Ouais. pleuvait, il y avait de l'eau dans tous les appartements. Mhm. Et en fait, finalement, autant ça peut être la toiture, autant ça peut être n'importe quoi d'autre. Mhm. Tant que tu n'as pas tout vendu et
à partir du moment où tu commences à avoir un conflit dans la copropriété, c'est compliqué de vendre. Les lots qui n'étaient pas encore vendus étaient en stock. À partir du moment où tu as ton stock, tu n'as pas ta marge. Tout à fait, ouais. Alors, sur cette opération, conséquences juridiques et financières pour toi? Conséquences juridiques, bien évidemment, avec un avocat, on n'a pas pu faire autrement que de se retourner contre l'entreprise qui avait fait les travaux, garantie décennale, dommage d'ouvrage, etc. Mais c'est le temps, après, qui prend le relais. Et c'est, encore une fois, c'est le temps qui te fait prendre le risque. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à vendre parce que, finalement, en fait, j'avais changé, du coup, comment dire, l'orientation de l'opération en cours de route avec ce sujet. Et j'ai finalement décidé de vendre, parce que j'avais 2 bâtiments, un premier sur la rue, un second en fond de parcelle. Il fallait passer par le premier, par une serviture interne pour arriver au second. Et j'ai finalement décidé de vendre en bloc celui du fond à un investisseur qui, lui, a pris le risque d'attendre la fin de la procédure. Mais j'ai donc bradé l'immeuble et j'ai perdu 80 000 euros. D'accord. Donc, tu as perdu de l'argent. Et puis, la totalité de cette opération, elle s'est étalée sur combien de temps? C'est ça, je pense. Elle s'est étalée sur au moins 15 ans, voire 17 mois. Ouais, donc on est presque sur 1 an et demi en fait. Ouais. Entre le moment où j'ai visité et le moment où ça s'est terminé, tout à fait. Le temps qui s'est passé. Alors j'imagine, mais tu vas me dire si je me trompe, évidemment, j'imagine que ce qui relativise peut-être l'opération, c'est que sans doute tu en avais d'autres en parallèle qui permettaient d'amortir cette difficulté. Je pense que c'est le cas. Oui et non. Oui et non. On prévoit jamais ce genre de choses. Là, c'est vraiment travaux mal réalisés de la part du vendeur. Ça te met sacrément dans la panade parce que toi, en tant que professionnel, tu n'as pas le droit de vendre avec du vice caché. Ah bah tout à fait. Oui. Pénal. Ouais. Donc, oui, complètement. Ouais. Mais là, je me mets à la place de celui pour lequel ça aurait été la première opération de marchand de biens. Il peut ne pas s'en remettre, en fait, pour être clair. Là, clairement, oui. Ouais. Clairement, tu peux y laisser les plumes, ouais. Tout à fait. Alors moi, je trouve très bon exemple. Voilà, très bon exemple, parce qu'il montre bien à quoi peut être confronté un marchand de biens et que l'apparence de facilité, parce que tu as raison, on l'entend, ça va, ouais, marchand de biens, c'est facile, on achète et on revend. Ah, oui, ok. Mais non, c'est, voilà. Alors, quel enseignement t'en as tiré après? Parce que je suppose qu'une opération comme ça, tu te dis, bon, ok, il y a peut-être des trucs que je ne referai pas. Qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce que tu ne refais plus à ce moment-là depuis que tu as eu cette mésaventure? Déjà, j'ai abandonné les mises en péril. Ça, c'est une chose. Et ça m'a vraiment conforté sur le fait que travaux égale problème. D'accord. Donc ça, tu as laissé de côté, en fait. Ça, c'est la base. Ouais, travaux égale problème. Égale temps, et temps égale l'argent. Égale la marge. Ouais. Donc j'ai envie de dire que quelque part, cette opération, elle t'a permis d'affiner ta stratégie pour la suite, et donc elle n'est pas négative en soi pour ce qui s'est passé après. Bah oui. Au contraire, elle est super positive. Ouais. On apprend de nos échecs, on le sait tous. Je crois qu'aujourd'hui, qui n'apprend pas de ses échecs? Certaines personnes, tu sais, certaines personnes n'apprennent pas de leurs échecs, malheureusement. Je me permets de te couper, Eric, mais je pense que les personnes qui n'apprennent pas de leurs échecs, c'est parce qu'ils ne se cassent pas suffisamment les dents. C'est possible, ouais, c'est possible. Ou alors ils ont des soutiens financiers qui leur permettent de... Ouais. Bon, ça c'est un autre... Ouais. Alors, aujourd'hui... Si quelqu'un vient te voir, et je pense que c'est le cas notamment avec Wim dont on parlera après, mais si quelqu'un vient te voir en disant « Ouais, je veux devenir marchand de biens », qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu le dissuades? Est-ce que tu as une discussion avec lui pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre? Puis si après tout, s'il a la capacité d'aller sur cette activité, comment tu fais quand tu as quelqu'un qui te pose cette question?
Ben, déjà, moi, je vais pas avoir pour habitude de dissuader les gens, bien au contraire. Je vais avoir tendance à les motiver parce que c'est un métier, pour moi, c'est un métier de passion. Je suis une passionnée. Je ne sais pas faire les choses sans ça. Euh, c'est un métier tellement extraordinaire au-delà de l'argent qu'on peut gagner. On fait juste des rencontres incroyables. On fait des rencontres incroyables. On apprend plein de choses. J'en apprends encore, même après 25 ans de métier. Donc, bien évidemment que si j'ai quelqu'un qui me demande ou qui me dit j'ai envie de faire le même métier que toi, et ça arrive tous les jours, je les encourage vivement à le faire. Mais je les encourage à le faire avec sécurité. Alors, C'est quoi? développons un petit peu. Qu'est-ce que tu appelles exercer l'activité avec sécurité? Ben, premièrement, déjà être bien accompagné. Mhm. Formation, pas formation. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleure formation que le terrain. Donc, avoir des gens dont c'est le métier déjà depuis un certain temps, d'être accompagné, bien entouré, déjà, c'est la base. Ensuite, ne pas être dans le stress. Ne pas être dans le stress financier. Il y a des gens qui sont capables de tout plaquer pour faire autre chose de leur vie. C'est juste incroyable. Il faut quand même avoir une sacrée paire de coronesses, permets-moi de le dire. Mhm. J'entends de plus en plus de gens me dire j'ai démissionné, quoi. C'est Et, dingue. et ça, tu le recommandes ou pas trop? Non, Ah, voilà. Ouais. non. Mhm. Je le recommande quand c'est le moment. Voilà, mais il faut une certaine sécurité financière. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans ce métier et qui veut pouvoir réaliser une première marge, il faut quand même se donner pas loin d'un an de trésorerie. Donc Ouais, ça reste quand même la base. ouais, Si ouais. demain tu te lèves en te disant il faut absolument que je transforme et que je fasse une opération, sinon on va crever la dalle, hein, pardon Mhm. clairement. Mhm. Non, tu n'y Mhm. arriveras pas en fait. Mais en fait, ce principe de prudence, c'est ni plus ni moins celui qu'on donne aussi à quelqu'un qui veut exercer une activité d'agent commercial en immobilier classique. On lui dit toujours, attention, oui, ça peut être génial, mais il faut quand même un minimum de trésorerie, 6 mois, un an, pour être capable de tenir le coup. Donc là, c'est un peu la même chose. Absolument. Hmm. C'est un peu la même chose. Ouais. Donc un principe de prudence. Ok. Je le Est-ce, recommande. ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités particulières quand même qu'il faut posséder pour exercer cette activité ou à la limite c'est ouvert un peu à tout le monde? Alors, moi, je dirais que c'est ouvert à tout le monde. Il y a plein de choses qui s'apprennent, mais bien évidemment qu'il y a un minimum de requis d'écoute. On le dit souvent, l'écoute, mais j'insiste. Donc l'écoute, pour toi c'est la première qualité, l'écoute. L'écoute active. Ouais, ouais. Savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, ça m'intéresse, c'est pas nécessairement la chose à laquelle on pense. Si on veut exercer l'activité de marchand de biens, on dit, ah ouais, mais faut avoir une capacité d'écoute. C'est mieux, ouais. Pourquoi? Alors pourquoi il faut une capacité d'écoute? Je vais te donner un exemple tout bête. Demain, tu vas visiter un bien, tu as cette projection tout de suite qui te vient dans la tête, tu as identifié en trois quarts de seconde, voilà, clac, tu sais ce que c'est possible, il y a quelque chose qui peut se faire. Tu rencontres les vendeurs. On a souvent tendance à négliger beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans l'échange qu'on a avec ces gens. Et c'est beaucoup de choses qui vont faire toute la différence. Et je me rends compte qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui parlent et qui parlent encore. Mais en fait, on n'est pas en train de vendre quelque chose. On est en train d'essayer d'identifier quels besoins ont ces personnes. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix, c'est le temps, c'est quoi en fait? Et quand tu as identifié ça, bah, tu es davantage en capacité de leur proposer une offre en rapport avec leur attente.
Oui, donc là, tu es en train de nous dire, il faut pas hésiter à passer beaucoup de temps à échanger et ne pas négliger cet aspect-là, en fait. Absolument, des gens que tu croises tous les jours, avec qui tu vas parler, qui vont t'indiquer que ils connaissent quelqu'un qui a un bien à vendre. Beaucoup de gens me demandent, des gens que je rencontre, qu'est-ce que vous faites? Je dis pas souvent, je suis marchand de biens. Hmm. Je dis, je travaille dans l'immobilier. D'accord. Hmm. Mais pour les gens, travailler dans l'immobilier, c'est être agent immobilier. Les gens vont pas poser la question. Ah, tu es agent, tu fais des transactions, tu vends des maisons, tu... Non, ça y est, j'ai dit immobilier, c'est vendre des maisons. Hmm. Tu vois, c'est Hmm. Hmm. la curiosité. Ça reste quand même aujourd'hui la qualité première de quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, la curiosité. Et alors, si on énumère ce qu'on s'est dit là jusqu'à maintenant, il faut quand même un minimum de trésorerie. Là, tu as parlé de curiosité, tu as parlé donc de qualité d'écoute. Est-ce que tu aurais encore est-ce qu'il faut bénéficier d'un atout supplémentaire selon toi? Il y en a plein, Eric. Je crois qu'il y en a plein. Ouais. L'empathie, cette force de négociation, parce qu'on fait un métier de négociation. Hein. On Hmm. ne va pas se mentir. Hein. On est là pour aboutir à des résultats. Donc, il y a tellement de qualités aujourd'hui qu'il faut pour ce métier. Et encore une fois, c'est là où les gens se trompent quand ils pensent que c'est simple. Ouais, ouais, Il y a ouais. 25 ans, il y a 20 ans, c'était facile. L'immobilier, c'était facile il y a 20 ans. T'es d'accord? Ouais, alors ça, oui, ça dépend. Moi, je me demande si les uns et les autres, en vieillissant, même si tu es beaucoup plus jeune que moi, je me demande si on n'a pas tendance à croire que tout était plus simple par le passé et qu'on en oublie en fait les difficultés. Tu vois, il y a un peu le Ah prix. oui. Ouais, je sais, je me demande hein, parfois. Bon, oui, je pense quand même que c'était plus facile pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que par rapport à la réglementation existante, qui évidemment n'avait pas la complexité de celle que l'on a aujourd'hui. Rien que sur cet aspect-là, oui, c'était évidemment plus simple. Alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de 2024. Comme tu as ce recul, est-ce que l'on est un marchand de biens différent en 2024 dans son approche des projets, de la sélection des projets, etc., qu'on ne l'était il y a quelques années et éventuellement il y a seulement 3 4 ans? Est-ce qu'on a un prisme d'analyse et de prise de décision différent en 2024 qu'en 2020 par exemple? Je crois pas. La prise de décision, c'est propre à chacun. D'accord. Il y a des gens qui sont capables de se décider tout de suite. Ouais. Moi, pour ma part, la prise de décision, elle est quand même relativement rapide, mais je connais des gens qui ont des prises de décision encore plus rapides que moi. Ouais. Je crois que c'est un état d'esprit, ça. D'accord. Tu peux... J'ai du mal à me dire qu'on peut le changer. Ouais. C'est Donc, propre à chacun. ouais, tu vas pas éventuellement dire oui, on a peut-être une approche différente avec les banques, donc le financement, les critères sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a quelques années, et donc ouais, on analyse peut-être pas tout à fait les choses de la même manière qu'en 2020, par exemple, en 2019-2020. Alors là, malheureusement, t'as pas la bonne cible en face. Il faut qu'on Mince. commence à parler des banques. Moi, pour moi, c'est déjà trop compliqué. Financement banque, trop compliqué. D'accord. Tu vois? Moi, Hmm. j'aime les choses simples. Donc, trop compliqué, trop long, déjà, c'est pas pour moi. Donc, moi, les banques, je connais pas. Donc tu passes pas par elle. Non, jamais. Ok. Alors bon, sans entrer dans de grands secrets, comment tu finances une acquisition d'un bien? Alors, il y a aucun secret parce que c'est des discussions que j'ai quotidiennement, surtout en ce moment, à travers des personnes qui voudraient justement devenir marchand de biens. Hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai une trésor qui me permet de faire 3 opérations par an. Trois D'accord. opérations. Aujourd'hui, je vise quand même, après 25 ans, je vise quand même des opérations à hauteur de
environ 1 500 000 € par opération. Par opération. Donc, tu as la trésorerie qui te permet d'assumer 2 à 3 opérations par an. Voilà. Absolument. Ouais. Mais précisons quand même une chose. Tu es parvenu à cette capacité après 25 ans de métier. On est d'accord. Bah oui, ouais, mais il faut quand même insister là-dessus. Voilà. On est d'accord. Oui, on est Tout à d'accord. fait. C'est pour ça que aujourd'hui, on me propose des dossiers à 300 000, 500 000, 800 000. Encore avant-hier, on m'a proposé un dossier à 500 000 €. Je l'ai transféré à un confrère. D'accord. Je ne l'ai même pas regardé. Parce que je me donne une ligne de conduite, j'ai mes objectifs, je sais ce que je veux aller chercher et je ne sors pas de mon chemin. Ok. Mais on est bien d'accord que cette ligne de conduite, cette manière de fonctionner, on ne va pas la conseiller à quelqu'un qui va débuter dans l'activité. Surtout pas. Hein, surtout pas. Voilà, on est bien d'accord. J'aime bien mettre quand même borner un petit peu les choses pour que, voilà, ce que tu nous expliques ne concerne pas tout le monde, mais c'est intéressant de voir à quel niveau d'analyse, de prise de risque, en fait, tu es arrivé au bout de 25 ans de métier et où là, tu as la possibilité de te dire, bah oui, mais finalement, je bosse plus trop avec les banques aujourd'hui. Pas du tout même. Pas du tout. Bon, alors comme Mais ça, mais ça, par contre, ça date pas d'avant-hier. Hein. Ça date déjà d'il y a un petit moment. Ah Donc, oui, d'accord. Ouais. Ouais. Ça date d'il y a un petit moment pour la simple et bonne raison que les frais financiers aujourd'hui, c'est juste exorbitant. Quand tu as fini de leur donner ce que tu dois leur donner, à part te rester des cacahuètes, il ne te reste pas grand-chose. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, il y a des manières différentes de se faire financer et d'avoir des montants assez importants. Là, par contre, je dirais qu'il y a une plus grande facilité qu'avant. Des choses qui n'existaient pas. Alors, comme quoi? Qu'est-ce qui n'existait pas et qui existe aujourd'hui? Le crowdfunding, ça n'existait pas. Ah bah non. Ça n'existait pas. Les investisseurs, c'était rare. Tout ce qui va être, bien évidemment, fonds d'investissement, etc., c'est pareil, ça n'existait pas à l'époque. Tout à fait. Aujourd'hui, avec une certaine expérience métier, tu n'as vraiment pas de difficulté à te faire financer. Ouais. Donc, en résumé, aujourd'hui, en 2024, on peut se faire financer hors du secteur bancaire. Absolument, avec une expérience solide dans ce métier. Pas quelqu'un qui débute. Hein. On est bien d'accord. Non. Absolument. Ouais. Alors, tu nous as donné quand même pas mal de conseils et ce que je trouve extrêmement intéressant. Hein, tu nous as fait part aussi des difficultés qu'il pouvait y avoir, mais à quel point ça pouvait être enrichissant. Maintenant, on va parler de cette... voilà, tu es une femme. Est-ce que... moi, je vais juste t'expliquer en 2 mots avant de te redonner la parole, parce que c'est toi qui dois parler et pas trop moi. Moi, j'ai le souvenir quand même puisque moi, j'ai des étudiantes ou des stagiaires depuis très longtemps maintenant, hein, ça va faire quasiment 25 ans. J'ai le souvenir quand même que mes étudiantes, il y a 20 ans, qui voulaient faire de l'immobilier, alors elles en faisaient, hein, elles faisaient des BTS, profession immobilière, des licences, etc. C'était pas un souci. Mais moi, elles me faisaient toutes remonter, plus ou moins, à l'époque, qu'il y avait une sorte de plafond de verre dans les agences immobilières et qu'il était parfois difficile d'aller sur un certain nombre de postes parce qu'on considérait qu'une femme n'avait pas nécessairement la crédibilité par rapport à un homme. Alors, c'est pas que les agences immobilières, c'est pas que l'activité immobilière qui, à mon avis, était affectée de cette tare. Mais ça, est-ce que toi, tu l'as rencontré au début de ta carrière, de la difficulté d'être une femme dans un métier qui est celui de l'immobilier? Alors, difficulté, j'emploierais pas ce mot. D'accord. De la rivalité, oui. Ouais. J'étais une rivale et je crois que j'étais une rivale de taille. Et finalement, tu sais, c'est un peu... quand ce problème, il arrive, c'est que finalement, tu déranges. Si tu déranges, c'est plutôt bon signe, surtout dans ce métier. Donc, difficulté, non. Parce que je suis une fonceuse, j'ai pas peur. Et à l'époque, j'avais peur de rien. C'est quand t'es jeune et que t'as rien à perdre, hein, donc tu vas, quoi. Et
Mais je suis, encore une fois, j'ai rencontré de bonnes personnes, de belles personnes qui m'ont aidée, poussée, qui m'ont accompagnée. La première fois où j'ai senti qu'effectivement, je n'étais peut-être pas forcément à ma place, c'est lors de ma première signature chez le notaire. Ah oui. J'ai le notaire qui m'a surnommée la poupée russe. Alors, comment je dois le prendre, à ton avis? Moi, j'étais jeune, hein. Moi, je trouve pas ça top hein, de donner des surnoms comme ça à une femme. Très sincèrement, voilà. On est d'accord. Ben oui. Donc, mais à l'époque, j'étais jeune, je commençais dans ce métier et je me suis dit, en sortant de l'étude, mais comment je dois le prendre en fait? Est-ce que c'est un compliment? Il me trouve jolie, peut-être, mignonne, enfin voilà. Ou est-ce que c'est justement l'accent sur le fait que je suis une femme? Eh bien, autant te dire que le mois suivant, je suis revenue plusieurs fois dans son bureau, et pas pour lui apporter des chocolats, hein, pour signer des dossiers. Il n'avait plus du tout le même regard, ni plus du tout la même intonation avec moi, et je peux te dire que la poupée russe, ça avait disparu. D'accord, ouais. Donc oui, être une femme dans ce milieu-là, bien évidemment que ça peut déranger. Je t'avoue que les hommes sont très forts dans ce métier. Après, ils sont en supériorité par rapport à nous. Mais ils sont quand même très forts. Par contre, quand une femme a vraiment cette motive et qu'elle a peur de rien, elle est largement capable d'être meilleure qu'un mec. Hein. D'accord. Alors meilleur sur quel plan, par exemple? Ben sur plein de points, on n'a pas du tout la même approche qu'un homme. On n'a pas du tout la même approche, que ce soit dans la découverte, que ce soit dans la négociation. On a quand même cette sensibilité, tu vois. Oui, mais tout à fait. Oui. Ouais. Je suis assez d'accord en plus, ouais. Ça peut être un atout. Donc, tu es en train de nous dire, si des femmes veulent devenir marchandes de biens, foncez, quoi. Carrément. Hein? Ouais. Ah, mais là, moi, je ne fais que leur dire. Hein. J'en ai de plus en plus qui me contactent, qui me sollicitent, qui me posent des questions. Ouais. Osez, quoi. Ouais. N'attendez pas, foncez. Ouais. C'est Alors, possible. et c'est le cas parce que c'est vrai, bon, tu as quand même une certaine couverture sur les réseaux sociaux, hein, tu as quand même beaucoup de followers, même si en soi, bon, ça veut pas nécessairement dire quelque chose, mais bon, voilà, t'as pas 10 personnes qui te suivent en France, t'en as quand même un certain nombre. Est-ce que tu sens bien depuis quelques années, et puis avec l'expérience WIM dont on va parler dans quelques minutes, est-ce que tu sens un engouement de la part de femmes qui disaient, bah tiens, après tout, on voit Séverine, elle se débrouille plutôt pas mal. Tu vois, un peu comme si tu étais un modèle, et c'est pas du tout de ma part quelque chose de négatif, hein, au contraire, un peu comme un modèle, bah ouais, mais si elle y arrive, peut-être que nous aussi, on a peut-être notre place. Tu le sens, ça? Je le ressens et on me le dit, bien sûr. On me le dit et de plus en plus. Le fait en plus, je communique de plus en plus sur cet aspect-là. Donc oui, quand j'ai ces femmes au téléphone, et j'en ai en ce moment tous les jours, elles me le disent clairement. C'est beaucoup plus simple pour nous de nous identifier à toi plutôt qu'à un homme. Et on a tout de suite ce feeling qui passe. Encore une fois, à travers cette sensibilité que malgré tout, on a nous en tant que femmes. Mais oui, de plus en plus. Absolument. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça c'est quand même un phénomène assez intéressant. Alors ça va nous permettre de parler, justement, ça va être un petit peu notre conclusion. On va parler de WIM. Moi j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, parce que le nom comme ça vu de l'extérieur, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc WIM? C'est quoi WIM? WIM, c'est la fusée. C'est la fusée. WIM, c'est aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, WIM, dont Florent Albero est le fondateur, c'était une application qui servait en fait à tout apporteur d'affaires d'y déposer des dossiers dans le cadre d'opérations en vision d'une division parcellaire afin que la société en elle-même, WIM, réalise l'opération et puisse transmettre
une offre. On a été un petit peu surpris de l'engouement, puisque, il faut le savoir, aujourd'hui, il y a quand même plus de 4000 apporteurs d'affaires qui sont inscrits sur cette plateforme. 4000, hein, tu t'es pas trompé dans le chiffre, hein, je le répète. 4000. Plus de 4000 qui sont inscrits. Alors, c'est tout profil des métiers de l'immobilier. Hein. Ça peut être des agents immo, des mandataires, des notaires, des architectes, vraiment tout milieu autour de l'immobilier. Et on a eu un réel engouement de dépôt de dossiers, puisque à l'époque, on disait qu'on ne visitait pas et qu'on transmettait des offres sous 48 heures. Dans une seule et même année, avec une équipe de 4-5 personnes, on a transmis plus de 860 offres d'achat. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. Tu réalises un petit peu le bordel. Bah oui. Donc, 860 offres d'achat, et on s'est dit, attends, il se passe un truc juste incroyable. On était sollicité de tous les côtés par soit des confrères marchands, des confrères promoteurs, des gens issus d'autres horizons qui souhaitaient et qui nous demandaient, mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui des opérations avec vous? Donc on en revient un petit peu à cette idée de comment on a des financements aujourd'hui finalement. Et il y a un an, Florent Albero a donc décidé de pivoter et d'ouvrir finalement cette application à des marchands, qu'ils soient néo-marchands, marchands intermédiaires ou marchands confirmés, d'ouvrir également le réseau à des personnes qui souhaitaient devenir marchands. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement avec une communauté de plus de 220 Wimmers. Donc on est plus de 220, on est 227, 230, je pense même plus que ça encore, puisque en ce moment on est en phase de recrutement. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec toute cette communauté partout en France à pouvoir, sans trésorerie, disons-le, c'est juste incroyable, apprendre à devenir marchand, à être marchand, à faire des opérations avec des personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience, qui ont réalisé quand même plus de 250 acquisitions. Ça représente pas loin de 850 transactions dans le cadre de l'achat-revente. Donc ces gens-là, ils sont accompagnés, ils sont formés, ils prennent zéro risque. C'est quand même WIM qui prend le risque de s'engager chez le notaire. Ils ont zéro frais, tout ce qui va être frais de dépenses tout au long de la réalisation de l'opération, c'est WIM qui en prend la charge. Et à la fin, et uniquement à la fin de l'opération, ces Wimmers, ils facturent 50% de la marge. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 70% de la marge à Florent. Donc, pour être clair, ils sont directement intéressés à l'opération qu'ils ont fait par l'intermédiaire de WIM. Ils sont intéressés, mais ils sont les yeux et ils gèrent toute la partie opérationnelle de l'opération. Donc en fait, WIM, ça peut être une porte d'entrée absolument idéale pour quelqu'un qui veut devenir marchand de biens et qui veut, comme tu le dis, profiter de cette communauté, donc de ce savoir-faire, de cette expérience qui est évidemment irremplaçable. Et ça, à ce titre-là, bon, je crois que c'est la première fois en France qu'on a une initiative de ce type, sauf erreur. Et moi, je le mets, tu vas me dire si j'ai tort ou pas, je le rapproche aussi, je trouve, d'une démarche. Alors que vous avez, quand je dis vous, donc toi, Séverine Henriquez et aussi Florent, et aussi des personnes, je trouve, comme Eric Weiss, que tu connais bien, évidemment. Et c'est-à-dire, je trouve que cette génération de marchands de biens, c'est une génération qui communique, qui partage et qui parle en toute transparence de son activité. Et ça dénote, selon moi, totalement de la génération précédente qui faisait ses coups dans son coin en voulant communiquer au minimum et qui donnait, je trouve, à mon sens, une mauvaise image de l'activité de marchand de biens comme étant quelqu'un qui bossait un peu dans l'opacité et qui voulait pas partager grand-chose. Et moi, je trouve qu'à ce titre-là, il y a un changement radical qui s'est opéré en quelques années. Tu partages cette analyse ou elle est un petit peu optimiste de ma part?
Non, non, je partage complètement ton analyse. Aujourd'hui, il y a un réel, effectivement, engouement. Tu sais, je crois que c'est l'âge aussi. On est dans un âge aujourd'hui où on veut transmettre. Et là, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Mm. Comme tu le dis, on pourrait rester dans notre coin, continuer à faire tous les coups de fusil qu'on veut faire et à laisser les autres ramasser les miettes. Mais en fait, c'est pas l'idée. Aujourd'hui, il faut laisser la place aux autres. Il y a cette jeunesse qui arrive qui est juste incroyable. Ils ont les réseaux, ils ont les téléphones, choses que nous, on n'avait pas. Ils apprennent tellement de choses, ils savent tellement de choses que nous, des choses qu'on ne savait pas à leur âge. Donc, il faut aussi laisser la place à ceux qui arrivent. Et je pense que c'est important de transmettre. Et au-delà de ça, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est quelque chose de fondamental. On transmet notre savoir, bien évidemment, on transmet les clés de la réussite, mais on transmet avec aussi, on donne clairement l'ouverture de tout notre réseau. Donc c'est juste incroyable. Demain, tu peux commencer, tu veux être marchand, tu as le réseau de personnes qui ont 25 ans de métier. C'est juste incroyable en fait. Ah oui, mais complètement. Non, mais là, il y a un vrai, il y a une vraie transparence, il y a il y a une vraie un vrai, pardon, partage de valeurs, de connaissances et d'expériences. Oui, qui absolument. Et tu vois, moi, j'ai dans mes étudiants aujourd'hui des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, pas plus. Mais il parle de vous, hein. Voilà, et je le dis en toute, voilà, sans que vous preniez la grosse tête. Et puis je sais que ce sera pas le cas, mais il parle de vous. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes comme Florent, comme toi, comme Eric, etc., c'est des gens qui suivent avec attention. Voilà, et je trouve ça intéressant. Écoute, ouais, nous, moi je suis maman de 2 enfants. Euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend vraiment compte que déjà pour eux, c'est très compliqué. Tout est devenu compliqué dans la vie de tous les jours. Mais ils ont mais 4 trains d'avance sur tellement de choses. Le business, ils l'ont rapidement, ils ont la percute. Et c'est vrai que moi, justement, j'accompagne aussi des jeunes en tant que bénévole. Hein. J'accompagne des jeunes dans leur orientation scolaire et la recherche de leur premier emploi ou de leur alternance. Il y a un truc qui va se passer dans quelques temps. L'avenir, c'est vraiment les jeunes. Hein. Voilà. Ah oui, Voilà. tout à fait. Ouais, oui, oui, ouais. Et ouais, je suis très content de t'entendre dire ça parce que moi, je n'aime pas ce discours qui consiste à dire oui, les jeunes, ils sont feignants ou ils sont nuls, etc. C'est un truc qu'on entend des fois et moi, ça m'énerve. Bon, voilà, c'est pas vraiment le cas. Je trouve au contraire, il y a une génération qui a envie de faire des choses, qui est très avide de rentrer sur le marché du travail et puis de faire des choses avec différemment que moi je les aurais faites ou que toi tu les aurais faites, tout simplement différemment, mais ils ont envie de faire quand même. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ouais. Ouais, Effectivement. Je suis très assez bien. d'accord. Eh ben Séverine, je te remercie vraiment de ce temps que tu as accepté de partager avec moi et puis avec ceux qui nous écoutent surtout. Et puis à très bientôt. Eh bien, je te remercie, Eric. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super agréable. À très bientôt. Merci à tous.